Donc, pour résumer, la question de l'universalité du féminisme, pour vous, elle n'a pas lieu d'être. Parce que, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, les combats, ou plutôt les causes féministes qui seraient en Occident ne peuvent pas être les mêmes qu'ici au Sénégal. Les problèmes se posent différemment. Les contextes font que les contextes font que les combats doivent être spécifiques par rapport à ce contexte-là. On n'a pas les mêmes problèmes que les États-Unis. Tout à fait. Ni en France, au Sénégal, on n'a pas les mêmes problèmes. Même en Afrique, on n'a pas les mêmes problèmes. Donc, du coup, ce féminisme va être différent du féminisme utilisé en Occident. Très bien. Justement, il me semble que cette évolution-là, je la trouve intéressante et positive. Mais il faut reconnaître quand même que c'est une évolution par rapport à une certaine agressivité des premiers courants féministes, je dirais même au Sénégal. Parce que, justement, parce que ces premiers courants féministes, il me semble bien que étaient dans l'universalité du féminisme occidental. Et qui donc remettait en cause, n'est-ce pas, justement, des réalités culturelles au Sénégal, et particulièrement l'islam. Donc c'était un discours qui ne voulait pas prendre en compte ces réalités-là. Au contraire, disait que ces réalités-là sont un obstacle, il ne faut même pas les penser. Parce que c'est la religion. Peut-être c'est la perception que vous avez de ces mouvements-là. Non, non, c'était même le discours, je me rappelle, par exemple, voilà, je me rappelle bien, c'était des discours, je peux dire, féministes assez radicaux et de gauche. Oui, oui, les Marie-Angèle Savané, c'était le flanc de la gauche. Son mari était, voilà, c'était les gens de la gauche qui ont évolué après. Maintenant, ils sont beaucoup plus modérés. Mais en ce temps-là, c'était le marxisme quand même. Ça flirtait un peu avec le courant Yewwi. Et c'était vraiment un courant, je peux dire, je ne dirais même pas à religieux, mais contre la religion. Parce que simplement, il y avait l'influence de la gauche, donc, et de la pensée marxiste, la religion et l'opium du peuple. On a vu même les marxistes, vous voyez, le premier discours. C'était la religion, c'est l'opium du peuple. Ils n'ont pas sorti du contexte cette phrase-là de Karl Marx qui parlait surtout des problèmes de l'Église en Europe, etc. Et donc ils l'ont transposé partout dans le monde et aussi au Sénégal en particulier. Alors qu'au moment où il disait ça, un Mamadou Dia avait un projet, par exemple, islamique très éclairé, n'est-ce pas, où il voulait corriger, par exemple, des inégalités dans le monde rural, etc., etc. Donc maintenant, cette évolution-là, elle est positive et je pense que ça permet de voir plus clair un peu sur ce que ça peut donner, quoi. Sur ce que ça peut donner, la définition même du mot féminisme, et de retenir aussi que chaque zone, en tout cas, a ses particularités. Justement, au niveau de l'interprétation, moi, j'aurais voulu vous demander, Imam Kanté, tout comme on peut le voir, il peut y avoir de différentes interprétations et des interprétations qui s'éloignent de la réalité quand on parle du féminisme. Qu'est-ce qu'il en est des interprétations même de la place de la femme dans la religion musulmane, qui peuvent aussi différer de ce que les textes disent réellement? Oui. Et effectivement, je crois que cette question du féminisme dans l'islam, ça se pose de façon aussi complexe que toute la question de la réforme dans l'islam, etc. Par exemple, quand vous dites, aujourd'hui, par exemple, je défends le fait qu'on puisse s'approprier le calcul astronomique pour régler les problèmes de la Lune. Eh bien, il y a des gens que j'appelle des conservateurs, littéralistes, donc, qui disent non, il est en train de vouloir changer des préceptes religieux qui sont là, bien établis, alors que moi, je suis profondément convaincu que ce n'est pas un précepte religieux, je l'appelle une pratique arabe de l'époque du prophète. Mais il y a des gens qui ça choqué, des collègues Oussad, qui ont tenu ma main, qui m'ont dit, Imam, attends, attention, s'il te plaît. Tu vois, pour dire, et de bonne foi. Et de bonne foi, ils le disent. Donc, il n'allait qu'à utiliser le chameau toujours pour se déplacer, etc. Voilà, pas l'avion. Voilà, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, je défends ça. Par exemple, là, si je prends cet exemple, ça montre que, donc, la compréhension des textes, etc., elle bouge. C'est le texte qui est sacré. Mais la compréhension, elle n'est pas sacrée. Elle bouge, elle dépend des périodes, des outils de compréhension, des enjeux, etc. etc. Donc, sur cette question aussi de la place des femmes dans l'islam, il y a des constantes et il y a des choses qui peuvent bouger. Les constantes pour moi, c'est que, par exemple, en termes de dignité, c'est très facile de démontrer dans le Coran que la femme a la même dignité spirituelle et morale que l'homme, la même responsabilité.
le même libre arbitre, la même capacité à faire le bien et le mal, n'est-ce pas? Et du point de vue historique, dans l'application même de l'islam, je prends toujours la Mecque comme premier laboratoire social de l'islam, l'islam s'est attaqué à des injustices faites aux femmes. Donc je me dis que ça a donné la direction de la chose. Ouais. Si l'islam était une religion misogyne contre la femme, etc., eh bien, on n'aurait pas ces actions très claires dans le Coran. Où, par exemple, le Coran cite la fille enterrée vivante, quel péché elle a fait? Parce qu'elle est une femme, vous vous donnez le droit de... Voilà. Ouais. La question de l'héritage qui a été aussi corrigée, même si jusqu'à présent certains considèrent, etc. Mais en tout cas, on voit la direction de la chose. Le fait que la femme pouvait disposer librement de ses biens, indépendamment des biens de son mari, qu'elle a le droit de dire oui ou non à un mariage, elle peut demander le divorce, etc. etc. Donc, on voit l'évolution, et moi je me dis, on voit la flèche que l'islam donne à cette question-là en disant, allez toujours vers plus d'équité et de respect des droits, n'est-ce pas, des hommes et des femmes. Maintenant, je pense que ce mouvement-là n'est pas fini. Personne n'a le droit dans l'islam de dire que j'ai tout compris, rien ne doit bouger maintenant, tout est réglé. On dit on a fermé la porte de l'Ishihad, c'est fou. Personne qui peut fermer la porte de l'Ishihad. Il n'y a que le prophète qui était l'interprète infaillible. À part lui, aucun savant ne peut dire ce que je dis, c'est ça qui est vrai, et personne n'a rien à dire là-dessus. Et d'ailleurs, pourquoi les écoles de pensée dans l'islam? Aujourd'hui, par exemple, sur des questions de mariage, etc., Abu Hanifa, ce qu'il dit, ce n'est pas toujours la même chose que ce que Malik dit. Sur la question de la femme, sur la question des témoins, sur la question, etc. Donc, il y a tout un débat. Ma position, c'est que je ne reste pas fermé à cette demande d'égalité, mais je reste quand même prudent parce que je me dis, je ne veux pas que cette demande d'égalité crée un projet de société qui remet en cause, n'est-ce pas, des piliers de l'islam. Et on reviendra d'ailleurs sur ces fondements et ces piliers, je suis sûre, à l'intérieur de l'émission. Mais en parlant d'évolution, justement, Dr Ba, comment est-ce que vous percevez aussi, si on vous demandait d'expliquer ou d'analyser un peu ces nouveaux mouvements féministes qui aujourd'hui se lèvent pour des causes comme le viol, par exemple, qui n'hésitent pas à brandir des pancartes lorsqu'on a des problèmes d'agression au niveau de la femme, etc., d'inégalité sociale. Comment est-ce que vous percevez ces nouveaux mouvements féministes? Peut-être avant de revenir sur les perceptions, peut-être renforcer ce que vient de dire Imam en parlant de flèches. Et moi, je me dis que cette quête d'égalité entre les êtres humains, entre les hommes et les femmes, ne vont nullement bouleverser les fondements même de l'islam. Parce que l'islam vise là. L'islam est arrivé pour régler des injustices. Pour régler des injustices et promouvoir cette justice sociale-là. Et je pense qu'on doit tendre nous tous à cette flèche-là. Et moi, je me dis que c'est le travail qu'on doit poursuivre, d'ailleurs. C'est le travail que nous tous, en tant que croyants musulmans, on doit poursuivre pour la lutte contre tout ce qui est injustice et la promotion de la justice sociale. Parce que moi, je dis que la religion en tant que telle, c'est ça. La religion, c'est pas seulement prier, jeûner et après faire du mal à son prochain. Moi, je me dis que ce sont les relations horizontales saines qui vont vous amener en contact avec Dieu. Si cette relation que j'ai avec Imam, ce n'est pas saine, si c'est l'injustice que je crée pour Imam au quotidien, alors que moi je prie, je jeûne, mais je vais aller nulle part. D'abord, c'est cette relation saine entre nous tous. Et parler de relation saine, mais c'est la justice sociale. Dans tout ce que nous faisons, dans le lieu du travail, dans la famille, dans le quartier. Aujourd'hui, regardez nos comportements. Et alors qu'on est un pays musulman, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. La relation que nous avons, cette relation originale est extrêmement importante si on veut atteindre cette relation verticale, si on veut atteindre Dieu. Oui, il y a cet éveil, oui, parce que c'est juste pour garder aussi ses droits. Oui, on a quand même un cadre juridique assez ambitieux. En 2020, janvier 2020, on a adopté la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Oui, et j'ai longtemps dit qu'une loi ne suffisait pas du tout.
C'est ça. Mais il y a cette recrudescence, on a vu, Oui. parce qu'on ne s'est pas interrogé sur le projet de société qu'on veut réellement et comment bâtir, construire des humains stables, constants, des personnes. On n'a pas un projet de société, on n'a pas des programmes envers les humains. Il n'y en a pas. En parlant de citoyens, de citoyennes, quel type de citoyens et de citoyennes on veut demain? Et est-ce qu'il y a des mécanismes, des programmes qui sont mis en place pour ces gens-là? Je veux dire que si on vote des lois uniquement et il n'y a pas tout ça, des programmes derrière, ça va aller nulle part. Et aujourd'hui, ce groupe, ces mouvements sont dans le rôle, hein, parce qu'elle doit se protéger, parce que si ces mouvements ne font absolument rien, elle risque de perdre. Hein. C'est-à-dire que les droits des femmes aujourd'hui, ce que nous avons, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, on peut dormir tranquille. On peut perdre ça demain. Vous avez vu l'exemple du Mali avec le code de la famille, qui était en avance, mais c'est des religieux assez conservateurs qui ont fait reculer. Oui. C'est ça? Ça veut dire que ces mouvements doivent être là pour au moins être les garde-fous, faire le travail de suivi, faire le travail de contrôle, faire le travail de lobbying par rapport aux acquis qu'ils ont et cette recrudescence de violence, elles doivent être là pour alerter l'État en disant mais l'État, il faut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir combattre ce fléau. Donc, les mesures nécessaires. Elles sont dans le rôle, ces féministes qui sont sur le terrain, elles sont dans le rôle. Elles sont dans le rôle.